Colloque médical de l'association Bardet-Biedl syndrome qui a eu lieu le 18 novembre 2023 lors de l'Assemblée générale BBS. Intervention d'Hélène Dollfus, Cargo, IGMA à Strasbourg, dont le thème était les avancées sur le syndrome de Bardet-Biedl en France et en Europe. Voilà, écoutez, bonjour à tous. Je me faisais la réflexion dans le train. Je crois que j'ai jamais loupé une assemblée générale de l'association, même avant qu'elle existe. Et on se demandait en quelle année c'était. Je crois que c'était en 2004. Donc voilà, je suis vraiment très heureuse d'être là, ce fidèle rendez-vous, où on fait un point, puis ça nous permet aussi nous-mêmes de faire un point sur qu'est-ce qui se passe en recherche dans le cadre du syndrome. Alors, Madame Éloire m'a demandé cette année de focuser sur les activités strasbourgeoises. Donc, ce que je vais faire en une petite demi-heure. Alors, j'espère que je vais tenir les temps. Alors, je fais la tentative. Alors, je crois que ça ne marche pas, la slide. Coucou. Je crois que ça ne marche pas. Voilà, donc merci. Donc, juste pour un petit rappel, parce que quand même c'est l'ouverture de la journée. Donc, le syndrome de Bardet-Biedl, on connaît les signes cliniques qui sont nécessaires pour poser le diagnostic. C'est une maladie génétique de transmission autosomique récessive. Donc, je vous rappelle, les parents sont sains et les enfants, mais porteurs d'une mutation, et les enfants sont malades parce qu'ils ont hérité chacun une copie d'un allèle muté de chacun des parents. C'est comme un peu le même mode de transmission que la mucoviscidose. Au niveau diagnostic, juste aussi une information, je vais en profiter pour passer quelques messages au fur et à mesure. Donc on connaît les signes cliniques, donc l'obésité, la rétinopathie, les troubles au niveau des reins, des troubles potentiellement neurodéveloppementaux, etc. Mais l'importance du diagnostic génétique et aussi de nouveaux signes cliniques qu'on a pu identifier dans les dernières années font qu'au niveau européen, nous avons maintenant, on est vraiment sur la dernière ligne finale pour soumettre des nouveaux critères diagnostiques au niveau européen en collaboration avec les réseaux européens de référence. Et nous pilotons ça à partir de Strasbourg avec donc, le RNI, mais également le réseau sur le rein, des maladies rares du rein, les réseaux sur les maladies rares endocriniennes et les réseaux sur les maladies rares du développement. Donc ça devrait sortir bientôt et c'est très important pour beaucoup de raisons. Alors, la diapo suivante, ça ne marche toujours pas. Merci. Alors, je rappelle aussi qu'en plus d'être une maladie génétique, on connaît un peu la cause au niveau cellulaire du syndrome de Bardet-Biedl, qui est une dysfonction d'une antenne qui se situe au niveau de chacune de nos cellules. Donc, par définition, c'est ce qu'on appelle une ciliopathie. Quasiment toutes les cellules de notre organisme sont porteuses de cette antenne qui a différentes fonctions en fonction des différentes cellules et des différents organes. Et donc, cette dysfonction fait que les symptômes vont apparaître. Et diapositive suivante. Et donc, en fait, la recherche que nous menons à Strasbourg et dans bien d'autres endroits en France et dans le monde. Et je voudrais insister aussi tout le long du topo sur toutes les collaborations que nous avons établies ces dernières années et comment on avance en fait groupé parce qu'on n'est jamais seul en recherche. Donc, le leitmotiv de notre recherche, notamment à Strasbourg et chez les autres en maladies rares, c'est comprendre les maladies et voir comment les traiter. Et ça passe par plusieurs étapes. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer pendant le topo. La compréhension passe d'abord par une compréhension clinique, c'est ce qu'on appelle l'histoire naturelle de la maladie. Et on verra avec la cohorte Cobalt, comme c'est important de recueillir les données cliniques pour bien comprendre comment évolue la maladie. Ensuite, la deuxième étape, c'est de comprendre les causes génétiques. Donc, il y a un aspect diagnostique. Et quand on connaît les gènes, c'est un aspect diagnostique. Et quand on ne connaît pas les gènes ou que ce sont des nouveaux types de mutations, il y a un aspect recherche. Et ensuite, pour comprendre, quand on connaît les gènes, il faut essayer de comprendre au niveau des cellules, qu'est-ce qui ne va pas au niveau de la cellule. Quel est le mécanisme qui fait que cette cellule dans cet organe ne va pas bien fonctionner et qu'on va avoir des signes cliniques qui vont apparaître. Et est-ce qu'on peut trouver, par exemple, des signatures au niveau de ces cellules qui vont nous permettre de comprendre exactement ce qui ne va pas. Et si on comprend exactement ce qui ne va pas,
on peut identifier des cibles thérapeutiques qui sont de divers ordres, comme on le verra tout à l'heure. Et en fait, c'est un peu un cercle vertueux de ce qu'on appelle la génétique translationnelle. On part du patient, on comprend la maladie avec les gènes et les mécanismes des cellules, et on retourne vers le patient avec des essais cliniques. Alors la suivante. Donc ça, c'est notre philosophie à Strasbourg. Alors juste aussi, pour vous rappeler, à Strasbourg, nous avons des équipes cliniques, notamment un centre de référence qui est maladies rares consacré aux yeux, qui est le Cargo, que beaucoup d'entre vous connaissent, un service de génétique. On pilote également des réseaux nationaux sans gène, la filière sans gène et le RNA. Et vous verrez que ça a une importance parce que ça permet de créer des connexions. À Strasbourg, au niveau de l'hôpital, il y a également le laboratoire de diagnostic. Jean Muller est là et c'est lui qui pilote, qui est l'expert national pour les tests génétiques du syndrome de Bardet-Biedl. Et puis, de l'autre côté d'une frontière très virtuelle, puisque maintenant on est dans le même bâtiment, nous avons le laboratoire de recherche, et c'est ces activités-là que je vais vous décrire maintenant, qui est à la fois l'Université de Strasbourg et INSERM, et dont les activités portent beaucoup sur le syndrome de Bardet-Biedl. Diapo suivante. Donc, ça, c'est notre groupe dans notre laboratoire de recherche. Donc, nous sommes une dizaine de personnes. Hein. Nous ne sommes pas très nombreux, mais peut-être certains d'entre vous vont reconnaître Sylvie Rossignol, endocrinologue qui s'intéresse particulièrement au syndrome de Bardet-Biedl, bien sûr Jean Muller, et d'autres personnes qui sont actives, des thésardes, mais également des techniciennes, des ingénieurs. Puis je voudrais tirer mon chapeau à Cathy Aubringer, qui est une technicienne de l'hôpital, qui vraiment donne énormément pour vous tous. Donc, dans cette activité de recherche, nous avons plusieurs axes. Comprendre les maladies, mieux les diagnostiquer, les modéliser, et c'est ce que je vais vous décrire maintenant plus en détail. Mais, diapo suivante, en fait, la base, comme je le disais, c'est la compréhension clinique. Tout au début, si on ne comprend pas la maladie au niveau clinique, on ne va pas pouvoir la comprendre au niveau de la recherche. Donc tout à l'heure, je ne vais pas m'étendre là-dessus maintenant, mais au niveau de la table ronde, on parlera de la cohorte Cobalt, qui est donc pilotée par les hôpitaux universitaires de Strasbourg, et en collaboration avec l'association, qui a beaucoup veillé sur nous, et on les remercie beaucoup. Au jour d'aujourd'hui, on a plus de 130, je crois que c'est beaucoup plus, 130 inclusions dans cette cohorte, qui permettent en fait de suivre cliniquement les patients, et aussi de collecter des échantillons biologiques, donc d'avoir une biobanque. Donc vous savez qu'on fait des prises de sang, on a fait des biopsies de peau, on a recueilli les urines, et je vais vous expliquer maintenant pourquoi on a fait tout ça et pourquoi on va continuer absolument à le faire. Pour terminer, cette cohorte, elle est française, mais elle a vocation à devenir européenne. On discute avec les autres réseaux de référence au niveau européen, et on est en train de tailler tout pour que ça colle parfaitement dans tous les systèmes qui nous sont imposés et qui sont réglementairement homologués par la Commission européenne. Donc, la diapo suivante. Alors, avant de plonger dans la recherche en elle-même, et puis pour que vous compreniez un peu le vocabulaire, c'est un peu du chinois, hein, tous les termes qu'on utilise en recherche, je voulais juste vous rappeler, donc je vous expliquais que la maladie, elle est due à un défaut, une défaillance de cette antenne au niveau de la cellule. Mais la cellule, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. C'est un peu comme une zone industrielle avec une usine qui fabrique de l'énergie, des antennes qui vont capter des informations, ce qui peut être le cil, des parties qui vont s'occuper des déchets, etc. Donc on peut vraiment comparer chacune de nos cellules de notre organisme comme quelque chose d'extrêmement compliqué. Diapositive suivante, comme une mini-usine, une mini-zone industrielle, et que vous voyez ici représenté. Donc c'est un schéma d'une cellule très schématique avec le noyau de la cellule et puis tous les organelles qu'il y a à l'intérieur d'une cellule qui ressemble un peu à une zone industrielle et à une usine. Et puis bien sûr l'antenne qui est la partie qui nous intéresse entre autres. Donc diapo suivante. Alors tout ça c'est pour vous expliquer un peu les termes que je vais utiliser. Donc le centre de contrôle de la cellule, c'est le noyau où il y a l'ADN. L'ADN, c'est là où il y a les gènes. Et donc il y a plus de 23 000 gènes au niveau de l'homme.
ou 22 000, enfin ça dépend des gens qui le précisera. Bref, quand j'étais étudiante, il y en avait 100 000, hein, donc on est tombé bien bas. Bref, et donc le noyau, c'est là où il y a les chromosomes et c'est là où il y a l'ADN. Donc, quand vous avez un malade qui est atteint du syndrome de Bardet-Biedl, un de ces gènes est muté et va fabriquer en fait une protéine ou ne va pas fabriquer de protéine. Donc le premier niveau d'analyse que nous avons, c'est au niveau du noyau, c'est-à-dire l'ADN. Est-ce qu'on peut repérer donc, les mutations ou des facteurs qui vont faire que la maladie va s'exprimer différemment? Donc diapo suivante. Donc notre premier niveau d'analyse, c'est le séquençage. Ce qu'on appelle le séquençage, c'est quand on lit l'ADN, base après base, c'est comme une grande encyclopédie, qu'on va repérer les erreurs et qu'on va aussi repérer des zones qui vont influencer comment vont s'exprimer ces erreurs. Donc ça, c'est un premier niveau. Mais l'ADN, les gènes, en fait, qu'est-ce qu'ils fabriquent? Un gène, il va fabriquer son messager, qu'on appelle l'ARN messager, maintenant très célèbre avec le Covid, hein, tout le monde le connaît, donc ça me facilite le topo. Donc le deuxième niveau d'analyse qu'on a, c'est au niveau de l'ARN messager. Donc diapo suivante. Et c'est ce qu'on appelle le séquençage de ces messagers, vulgairement le RNA-seq. J'ai fait ça ce matin dans le train parce que je me suis dit comme ça vous permettra de bien comprendre à quel niveau d'analyse on se situe. Donc, et ensuite, l'ARN messager, il fait quoi? Il fabrique des protéines. Et ça, c'est le troisième niveau, soit des protéines dans la cellule ou à l'extérieur de la cellule, donc diapositive suivante. Et donc ça, c'est des analyses protéiques qu'on fait également très volontiers au niveau des laboratoires. Donc toutes ces analyses, ADN, RNA, protéines, etc., sont des analyses qu'on fait de manière courante avec des technologies qui sont de plus en plus performantes. Alors, on va faire le premier niveau, diapo suivante. Donc, dans notre laboratoire, au niveau de l'ADN, depuis maintenant de nombreuses années, nous avons contribué à identifier les différents gènes qui sont responsables du syndrome de Bardet-Biedl. Donc là, en rouge, il y en a 5 qui sont surlignés, qui sont les gènes qui ont vraiment été trouvés au niveau de Strasbourg. Mais ça ne veut pas dire que l'histoire est finie, parce qu'il y a plus de 26 gènes. Il y a probablement encore des gènes à découvrir et probablement également des mécanismes mutationnels à résoudre. Donc on a tout un pan de recherche sur ces cas de syndrome qui restent non résolus. Et donc en plus de l'identification de nouveaux gènes, il nous faut développer des outils pour essayer de trouver prouver en fait les causes moléculaires chez ces patients-là. Donc c'est l'analyse de l'ADN, diapo suivante. Et là, pour nous, ce qui est extrêmement important, c'est tout ce qui est bioinformatique. Et là, on a la chance d'avoir Jean Muller, qui est un expert en bioinformatique, qui va pouvoir analyser en profondeur le génome, ce qui est... donc il y a différents niveaux d'analyse, mais maintenant l'analyse, c'est d'analyser l'ensemble du génome. Et donc, il y a beaucoup d'outils différents qui sont développés, entre autres, grâce aux efforts de Jean Muller et qui permettent de détecter des événements rares et d'analyser en profondeur ce génome. Diapositive suivante. Mais pas seulement pour détecter la cause primaire de la maladie, mais par exemple, dans un projet européen dans lequel nous sommes associés, qui s'appelle PREDICT, on essaye de voir quels sont les facteurs qui vont moduler l'expression clinique de la maladie. Parce que même, vous voyez dans la salle, vous pouvez avoir la même maladie, le même âge, mais vous n'avez peut-être pas exactement les mêmes traits cliniques. Ou même dans une famille, on peut avoir par exemple une personne qui est obèse, une autre personne qui n'est pas obèse. Dans une même famille, on peut avoir une personne qui a une forme de rétinopathie très importante et une autre qui a une forme de rétinopathie très différente et beaucoup moins importante. Donc là, on peut aussi analyser le génome pour essayer de trouver ce qu'on appelle des facteurs modificateurs. Et là, nous avons lancé une campagne, justement, avec Cobalt, pour avoir une centaine de patients avec des phénotypes différents, avec lesquels nous allons chercher des facteurs génétiques qui vont moduler, en fait, l'expression clinique. Alors, diapo suivante. Alors, un autre point important de notre recherche, c'est de modéliser, pour comprendre ce qui se passe au niveau des cellules,
de modéliser en fait le syndrome au niveau cellulaire ou au niveau d'un organisme entier. Et là, on a plusieurs outils qui sont à notre disposition. Bien sûr, et grâce à vous, les fibroblastes de la peau. Donc une fois qu'on a fait la biopsie de peau, on peut mettre en culture ces cellules qui peuvent être analysées. On peut regarder la longueur du cil, comment sa morphologie, les productions liées au niveau du gène, au niveau de la cellule, les productions qui sont en rapport avec la voie ciliaire, par exemple. Il y a une autre approche qui est dérivée des fibroblastes, mais pas seulement, qui s'appelle, et qui est également basée sur les cellules, on en a déjà parlé, c'est les IPS et les organoïdes, c'est-à-dire on reconstruit à partir des cellules de fibroblastes des mini-organes, je vais y revenir tout à l'heure, et plusieurs de nos projets en fait sont basés sur cette approche. Et puis enfin, on a les modèles in vivo, notamment les souris Bardet-Biedl, que nous avons BBS1 et BBS10, que nous avons générés grâce à plusieurs fonds de l'Agence nationale pour la recherche, il y a déjà maintenant plusieurs années, et des souris donc, que nous connaissons bien. Il y a aussi le poisson zèbre, et pour ça nous avons des collaborations, nous ne le faisons pas directement dans le laboratoire. Et puis enfin, il existe des singes qui ont été identifiés, et ça sera très utile. Alors c'est dans le gène BBS7, mais ça sera très utile lorsque il y aura des passages de la préclinique en clinique, notamment par exemple pour différents types de thérapies, d'avoir des modèles animaux comme des singes, ça peut être très bien. Donc, diapositive suivante. Alors, tous ces outils-là vont nous permettre d'analyser les cellules à différents niveaux, soit au niveau d'un organoïde ou au niveau d'un organisme complet comme une souris, de faire toutes ces analyses que je vous disais, le RNA, les protéomes, tout ça, donc analyser les productions des cellules, trouver des biomarqueurs, trouver des signatures de la maladie au niveau des cellules et au niveau d'un organisme. Ça permet également de faire de l'imagerie, à travers tous ces modèles. Et puis bien sûr, ça permet d'étudier différentes voies thérapeutiques, qui peut être soit des voies pharmacologiques, avec ce qu'on appelle du screen pharmacologique, ou de la thérapie génique, comme on en parlera tout à l'heure. Diapo suivante. Alors, juste pour illustrer ça, le travail d'une thésarde, Adela Karam, qui vient de quitter le laboratoire, puisqu'elle a soutenu sa thèse, qui était pilotée notamment avec Jean Muller, qui a pu prouver, par exemple, grâce à ces outils, notamment les fibroblastes, c'est pour ça que je voulais vous parler de cet exemple, qu'on pouvait prouver la pathogénicité d'un gène BBS5 chez un patient donné. Diapo suivante. Alors, si on fait le focus sur les projets en cours, justement, je vous disais que pour certains patients, on n'arrive pas à résoudre, à savoir au niveau génétique si c'est vraiment la mutation en cause ou on n'arrive pas à trouver carrément le gène. Mais parfois, on n'arrive pas à trouver la mutation en cause. Et pour cela, on a, en collaboration avec d'autres équipes, notamment l'équipe de Vicky Kalatsis à Montpellier, l'équipe de Jean-Michel Roset et l'équipe de Jean-Michel Roset à Imagine et Olivier Gouraud à l'Institut de la Vision, on a généré en fait des outils avec les mini-organes, les IPS et les organoïdes, mais également avec les fibroblastes, pour essayer de trouver des signatures et de comparer entre les différents gènes entre eux, les différents malades entre eux, et les différents effets des différentes mutations, pour essayer de résoudre plus vite les incertitudes diagnostiques. Donc ça, c'est un projet qui est actuellement en cours, qui s'adresse aux gènes BBS1 et BBS10, également à un autre gène de ciliopathy qui s'appelle CEP290 et UJ2A. Diapo suivante. Donc voilà, c'est un travail collaboratif que nous pilotons à partir de Strasbourg, avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de collaborateurs extrêmement actifs. Donc diapo suivante. Donc le principe, je l'ai ébauché tout à l'heure, mais à partir de différents types cellulaires, donc ça peut être à partir de cellules du sang, mais nous on le fait plutôt à partir de cellules de la peau. On peut remettre à zéro quelque part la cellule, lui dire t'oublies ce que tu as fait jusqu'à présent, et tu redeviens une cellule un peu naïve, ce qu'on appelle les IPS, et tu deviens un peu indifférencié. Et après on va te donner un cocktail
qui est bien choisi. Et avec ce cocktail-là, la cellule va se dire « Ah bah oui, maintenant, je peux devenir un peu une cellule de rétine ». Et au fur et à mesure, en fait, c'est assez, je suis toujours émerveillée par cette technologie, au fur et à mesure, en fait, les organes vont se reconstituer. Donc, par exemple, pour la rétine, à partir des cellules de fibroblastes, on arrive à avoir ce qu'on appelle des organoïdes rétiniens. Donc, diapo suivante. Donc là, je suis très contente de vous annoncer en collaboration avec Vicky Kalatsis à Montpellier, avec qui nous avons énormément d'échanges, notamment grâce à notre thésarde Samira Sekula, nous avons les premiers organoïdes qui sont vus en photo ici, notamment BBS1, et tout ça est en train de suivre, mais vous verrez à la fin du topo le temps que ça prend. Donc comme ça a l'air simple sur une diapositive, mais c'est extrêmement long. Donc à partir de ces organoïdes, on va pouvoir travailler sur le RNA messager, donc rechercher des signatures de RNA sec, etc. Regarder également en imagerie. Diapo suivante. Donc toujours dans le même ordre d'idées, pour utiliser ces outils d'IPS et d'organoïdes rétiniens, nous avons d'autres projets qui sont en cours où nous comparons en fait des patients qui ont des présentations cliniques extrêmement différentes. Et avec cela, nous espérons pouvoir démasquer un peu pourquoi il y a des différences. Et ces différences pourront être de très bonnes cibles pour éventuellement des abords thérapeutiques. Donc ça, c'est en cours, notamment grâce au soutien de Retina France. Diapo suivante. Et je précise, toujours sur tous ces axes, la cohorte cobalt est indispensable parce que sans vos cellules, sans l'information génétique, sans vos prélèvements, on ne peut pas faire cette recherche. Donc tout ça se tient. Le troisième aspect, c'est une autre collaboration où nous avons été sollicités par une équipe qui est experte en reins sur la néphronophtise à l'Institut Imagine, avec Sophie Saunier et tous les autres. Nous avons été sollicités justement pour le syndrome de Bardet-Biedl. Eux s'intéressent à d'autres maladies. Et au départ, nous avons participé à un projet qui s'appelle le RHU Silico pour étudier en fait les urines des patients. Et ce que vous ne savez peut-être pas, mais dans vos urines, il y a des cellules. Donc il y a des cellules, une fois que le sang transite par le rein, qui est un peu comme une éponge, l'urine va contenir quelques cellules. Et en fait, ces cellules ont un grand intérêt, puisqu'on les appelle les cellules épithéliales rénales. Elles peuvent être étudiées et elles peuvent être aussi transformées. Et à partir de celles-ci, on peut aussi les transformer en des sortes de mini-organes. Donc actuellement, nous avons eu un premier set de 15 patients où nous avons probablement une piste assez intéressante et qui va être confirmée par un deuxième set de patients qui sont analysés en RNA, comme je vous disais, le RNA sec, qui est en cours. C'est vraiment tout à fait en cours. On va débriefer ça début décembre. Alors, avec l'équipe de Sophie Saunier. Donc, on utilise tous les outils que je vous ai présentés tout à l'heure sur cette étude au niveau des urines. Ce qui est intéressant, c'est que le fait de cette collaboration qui date de nombreuses années a débouché sur un projet européen, la diapo suivante, qui s'appelle TerraSil, qui vient de commencer. La diapo suivante. Voilà. Alors ça, c'est juste une diapositive qui résume un peu tout ce qu'on fait au niveau des urines. C'est-à-dire qu'on analyse les protéines, on analyse les RNA, on analyse un tas de choses. On peut aussi congeler, garder des cellules, etc. Donc c'est vraiment un outil qui est bien reconnu au niveau international et qui doit nous permettre de mieux comprendre les impacts rénales dans le syndrome de Bardet-Biedl. Alors, diapo suivante. Alors, ceci, c'est une diapositive en fait qui montre en fait la répartition des gènes. Donc, évidemment, on a beaucoup de patients en BBS1 puisque c'est le gène le plus fréquent. Et puis, on voit très bien sur ces diapositives des cellules qui sont en bleu avec un petit trait vert qui émerge et qui est le cil qu'on voit très bien sur ces cellules issues des urines. Diapositive suivante. Donc, je disais justement
que ce projet a pu évoluer vers un projet européen piloté par la Fondation Imagine, par l'Institut Imagine plutôt, où il y a 16 partenaires dans plusieurs pays européens et sur lequel justement on va intensifier ces recherches autour du rein et également autour de la rétine et où nous représentons le syndrome de Bardet-Biedl. Donc là c'est un projet qui vient de commencer, c'est très interactif, je pense que ça sera très prometteur et on continue justement à collecter les urines et à travailler là-dessus. Alors, diapositive suivante, ce qui m'amène à parler des abords thérapeutiques. Donc moi, je n'aurai pas le temps de rentrer dans les détails, mais vous imaginez bien que toutes les cellules qu'on va avoir, tous les marqueurs qu'on génère, c'est des outils qu'on va pouvoir utiliser pour essayer de voir s'il y a des médicaments qui sont éventuellement déjà sur le marché, qui marchent sur qui permettent de rétablir une cellule normale. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le criblage, mais là, je ne vais pas en parler. Je vais plutôt insister sur un sujet qui vous est cher, je le sais, qui concerne la thérapie génique et sur la rétine. Alors juste pour resituer le sujet, vous savez qu'il y a sur le marché, pour la rétinopathie pigmentaire, dans plusieurs pays en Europe et dans le monde, une thérapie génique qui s'appelle, je vais dire le nom industriel parce que le nom commercial, le nom est trop compliqué, mais le Luxturna, et qui en fait un traitement qui va traiter des enfants qui sont atteints de mutations dans un gène qui s'appelle RPE65, qui n'a rien à voir avec le syndrome de Bardet-Biedl. Donc c'est une forme très précoce de rétinopathie pigmentaire isolée. Et en fait, ce gène, il a été identifié en 1993 par mon grand ami Christian Hamel, qui malheureusement n'est plus là, et donc en 1993. Et en fait, il a été approuvé pour le marché américain en 2017. Donc vous voyez le temps qu'il a fallu pour arriver de l'identification du gène jusqu'à une arrivée sur le marché. Alors aujourd'hui, probablement, les temps sont peut-être plus limités, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a de nombreuses étapes précliniques et post-cliniques et d'essais cliniques qui prennent énormément de temps et qui sont actuellement aussi un peu remises en question sur certains points. On pourra en discuter dans la discussion si vous voulez. Mais le principe de la thérapie génique, c'est quoi? C'est la thérapie de remplacement dont je vais vous parler. C'est-à-dire qu'il y a un gène qui est défectueux au niveau d'une cellule. On va prendre avantage que les virus, ils infectent, comme vous le savez, les cellules. C'est des très bonnes locomotives pour pénétrer les cellules. Donc on va prendre des virus qui sont inoffensifs, les adénovirus, et on va insérer dedans le gène défectueux. Et quand on va injecter le produit avec cet adénovirus et ce gène, ils vont infecter les cellules et la cellule va refabriquer de la protéine. Alors effectivement, pour RPE65, les résultats précliniques, cliniques et actuels, puisqu'il y a une cohorte de suivi, sont très positifs. Alors après, il y a beaucoup d'autres gènes responsables de rétinopathie pigmentaire qui sont à l'étude pour de la thérapie de remplacement. Mais certains sont à des étapes d'essais cliniques, d'autres à des étapes d'essais précliniques. Et pour le syndrome de Bardet-Biedl, on est plutôt à des étapes d'essais précliniques, c'est-à-dire qu'on est dans est-ce que ça marche, est-ce qu'il y a une preuve de concept, etc. Alors, diapo suivante. Donc, comme vous le savez, on a une collaboration avec Denise Dalcara pour utiliser en fait nos souris BBS 10 et BBS 1. Une petite erreur sur la slide. Et donc, pour essayer d'utiliser un vecteur viral qu'elle a fabriqué avec les gènes BBS1 et BBS10 pour voir si on arrive chez les souris dont on sait qu'elles ont développé une dystrophie rétinienne parce qu'elles sont atteintes de la maladie, à rétablir, en fait, à empêcher la maladie d'avancer ou à carrément la stopper. Alors, diapositive suivante. Donc nous avons des cohortes de souris qui sont atteintes du syndrome de Bardet-Biedl que nous connaissons bien.
Ce que nous avons eu comme difficulté, c'est un déménagement, je vais y revenir dans un instant, mais qui nous a beaucoup pénalisé au niveau du temps, comme toutes les équipes du site strasbourgeois sur lequel on travaille. Et donc, en fait, non seulement ces souris développent l'obésité, mais elles développent aussi la rétinopathie, et ceci de manière assez précoce, ce qui est un outil assez confortable pour faire ce type d'essai. On va injecter dans l'œil de la souris le produit. Et on va regarder avec différents outils, je crois diapo suivante, si la rétine dégénère ou pas au niveau histologique, mais également avec un électrorétinogramme et des tests fonctionnels. Diapo suivante, donc en ayant injecté, là ce ne sera pas sous la rétine, mais dans le vitré, la construction de Madame d'Alcara dans nos modèles de souris. Diapo suivante. Voilà. Alors, donc justement, quels sont les outils qu'on utilise? On fait, comme chez l'homme, des électrorétinogrammes. Je pense que certains d'entre vous en ont déjà eu et n'en gardent pas un très bon souvenir. Je pense que les souris non plus. Bien sûr, on regarde beaucoup le bien-être animal. Donc, ces souris sont anesthésiées. On fait tout pour que les souris ne souffrent pas. Mais il est très important pour nous de pouvoir mesurer l'activité de la rétine. Donc ça, c'est un des moyens avec lesquels nous allons suivre les effets du traitement. Ce que je disais, ce qui nous a occasionné beaucoup de retard, c'est le fait que nous avons déménagé dans un nouveau bâtiment, il y a maintenant 2 ans, notamment avec la consultation, mais que malheureusement l'animalerie n'était pas prête et bref, nous n'avons pu emménager dans cette animalerie qu'au mois de mai cette année, partiellement, et on a dû redériver, c'est-à-dire refaire toutes les souris à zéro. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu transporter les cages qui étaient dans l'autre bâtiment directement dans le nouveau bâtiment pour des raisons sanitaires. C'est tout à fait normal, mais par contre ça prend énormément de temps. Donc voilà, on aimerait être plus rapide, mais par la force des choses, nous n'avons pas pu l'être. Diapo suivante. Et donc, ça c'est juste une sorte de ce qu'on appelle les timelines, c'est-à-dire c'est comment est-ce qu'on va, comment on prévoit nos manips au niveau de cette thérapie génique qui est très supportée par l'association Bardet Biedl sur le plan du sponsor. Et donc, voilà, nous faisons au mieux pour avancer au plus vite avec les premières injections qui ont démarré cette semaine. Diapo suivante. Alors, en parallèle, nous avons été sollicités justement parce que nous avons l'expertise au niveau de ces souris par une équipe à Genève qui a développé un autre vecteur qui travaille aussi avec Denise d'Alcara. Donc tout ceci se fait en concertation sur une autre ciliopathie et qui nous a demandé de tester en fait leur vecteur avec le gène BBS1 et le gène BBS10. Alors, je les ai contactés cette semaine pour savoir où ils en étaient. Ils m'ont annoncé qu'ils ont recruté quelqu'un qui, pendant 6 mois, va faire ce qu'on appelle le clonage, c'est-à-dire le montage de ce gène, et y compris ensuite le montage à l'intérieur de leur vecteur. Donc tout ça, ça prend du temps et c'est toujours c'est un chemin qui peut être très facile ou semé d'embûches. En tout cas, ils sont dessus et nous allons profiter des modèles qui sont en cours pour tester leur approche qui vient d'être publiée pour un autre gène ciliaire, justement avec une thérapie génique qui a montré au niveau de la souris une efficacité. Diapo suivante. Voilà, alors j'ai bientôt terminé, mais je voulais juste aussi donner un peu une idée, parce qu'on a l'impression que tout ça va tout seul, mais non. En fait, je voulais vous donner un peu une idée des coûts. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, et je m'en suis rendu compte en discutant avec des patients. Par exemple, le coût d'un thésard, si on prend un thésard dans un laboratoire, le laboratoire doit entièrement assurer le financement de ce thésard. Et on doit l'assurer pour les 3 ans. On ne peut pas dire non, on prend un thésard pour une année, puis on verra après. Donc, par exemple, un thésard, si on s'engage pour un étudiant, c'est 100 000 €. Nos souris, un hébergement de souris pour une année, c'est 20 000 €. Une lignée de patients, une seule lignée de patients en organoïdes, c'est 14 000 €. Le RNA sec aussi, parce qu'il faut faire beaucoup d'échantillons, tout ça, ça a aussi un coût conséquent.
Et parallèlement, on a des temps qui sont incompressibles, parce que comme on travaille en biologie, la reproduction des souris, eh ben, on ne peut pas l'accélérer. Donc, par exemple, la redérivation de nos souris, pour obtenir à nouveau des souris homozygotes, c'est-à-dire des souris malades, il faut environ 6 mois. Et pour obtenir une lignée d'organoïdes, il faut plus d'1 an. Alors, diapositive suivante, et je rajouterai aussi un point très particulier sur la recherche sur les souris par des Biddle, et c'est quelque chose dont on s'est rendu compte très vite quand on a commencé à avoir ces modèles il y a une dizaine d'années, c'est qu'en fait, quand les souriceaux naissent et qui sont malades, qui sont porteurs des 2 gènes mutés, en fait, ils ne survivent pas bien. Et on perd plus de la moitié des portées. Donc, il y a environ 10% des souris qui survivent. Donc, au moment où les souriceaux naissent, il faut être extrêmement vigilant. On a des techniciens extrêmement dévoués qui viennent, qui m'ont donné le biberon le week-end, etc., pour pas qu'elles décèdent. Donc ça, c'est encore un point en plus, c'est un petit détail, mais qui peut être important. Alors la diapo suivante, voilà, donc vous avez compris, j'ai encore une petite minute, vous avez compris que le syndrome est quelque chose de très compliqué, mais le soin également de ce syndrome est quelque chose de très compliqué. On pourra en parler dans la table ronde. Diapo suivante, mais j'ai quand même une petite annonce à vous faire de la part de Anaïs Philippe au sujet de l'éducation thérapeutique du patient. Elle est en train de mettre en place une éducation thérapeutique qui durerait 3 jours sur le site de Strasbourg, avec notamment par rapport à l'initiation au sport, aux problèmes psychologiques et surtout aux problèmes diététiques, pour qu'on puisse aider un maximum de patients. Donc Anaïs est très impliquée là-dedans, diapo suivante, et elle est en train de tout préparer pour être opérationnelle l'année prochaine, mais on pourra en discuter pendant la table ronde, dans le cadre notamment par exemple de la cohorte Cobalt. L'éducation thérapeutique doit aussi permettre de mieux comprendre ce qu'est la maladie, notamment pour une personne qui a perdu la vision et qui peut-être a du mal à comprendre l'interaction entre les différents organes. Diapo suivante. Voilà, alors oui, bien sûr, on remercie, moi je remercie toutes les équipes, toutes les personnes des équipes avec qui je travaille, mon équipe en particulier, au niveau clinique et au niveau du laboratoire, tous les collaborateurs qu'on a, parce que mine de rien, on a beaucoup d'antennes et de collaborations qui sont extrêmement riches. Et évidemment, les associations de malades qui nous aident beaucoup, en particulier l'association du syndrome de Bardet-Biedl et aussi Formica. On a également Retina France, qui a beaucoup aidé pendant les 20 dernières années autour de notamment pour la caractérisation des souris, etc. Donc toutes les personnes, tous les sponsors principaux sont cités ici. Diapo suivante. Et puis j'aimerais vous remercier d'abord pour la confiance que vous nous faites depuis toutes ces années. Je suis toujours tellement contente de venir le mois de novembre à ce rendez-vous. Et voilà, donc je suis disponible pour vos questions. Merci beaucoup. Déjà, d'ores et déjà, peut-être, ça sera peut-être plus simple de peut-être plus simple. Ouais, voilà. Je sais pas. C'est ouais. Oui. Alors, il y a la dame avec le plus vert, la lumière. Oui, il y avait France. Oui, tu avais la main en premier, vas-y. Oui, alors j'ai une question. Vous avez parlé d'une thérapie génique qui était efficace sur le gène RPE65. Je voulais savoir si on pouvait réutiliser les vecteurs. Ah bah. Oui, alors bien sûr, en plus, non mais alors c'est toute une histoire, les vecteurs, parce que bon, il y a plein de projets différents de thérapie génique sur différents organes, etc. Il y a plein de vecteurs différents, il y a des banques de vecteurs, et effectivement, là, les chercheurs ont déjà beaucoup joué avec les différents types d'AAV, etc. Donc il y en a qui sont qui vont plus aller, et puis il n'y a pas seulement le type de virus, mais il y a également le promoteur qui va jouer, en fonction de où on veut que le gène s'exprime, etc. Donc ça, c'est un sujet de recherche presque à part entière. Par exemple, Mme Baccarat est extrêmement douée dans ce domaine, mais dans le monde entier. Non, tout à fait. Alors là, curieusement, c'est quand
vieille histoire, hein, l'histoire de RPE 65. Donc voilà. Après, c'est aussi une entrave quand on passe en phase clinique pour fabriquer les lots, etc. Il faut voir aussi que ce n'est pas aussi simple que ça. On pense que le virus, voilà, ça va proliférer, etc. Une fois qu'on passe en phase clinique, essai clinique ou industriel sur le marché, etc., il faut produire des lots qui soient sécurisés, qui soient de qualité suffisante. Et c'est un des points, parce qu'on est très impliqué au niveau européen actuellement, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'essais cliniques qui s'arrêtent de différentes thérapies géniques, pour différentes raisons, on pourra en parler. Mais un des points qui est un point très sensible, c'est justement la fabrication des lots, en utilisant justement tous ces virus, tous ces composés, qui peut être quelque chose de très cher et pas facile. Bon, on pourra en parler plus longuement, mais je pense qu'il y a d'autres questions. Je m'arrête parce que ma question était un peu liée à ça. Est-ce qu'il y a une particularité des gènes Bardet-Biedl par rapport à certains ingénieurs génétiques, ou c'est simplement business as usual, c'est compliqué de développer un vecteur, d'adapter un vecteur? Il y a plusieurs aspects à votre question. Alors, des particularités dans les gènes ne sont pas immenses. Par exemple, on aurait pu tomber sur un gène très très grand qu'on ne peut pas mettre dans le vecteur. Donc les tailles du gène sont tout à fait accessibles à ce type d'approche. Après, la fonction du gène, ça sera à voir si on arrive à rétablir quelque chose ou pas. Ensuite, comme vous dites, business as usual. Alors là, ouais, il faut mettre un petit bémol. C'est-à-dire que les industriels, pour développer des thérapies, veulent des trucs où il y a quand même un peu de marché. Et c'est ça tout le problème. Alors par exemple, il y a d'autres maladies, comme la maladie de Stargardt, où là, il y a beaucoup plus de malades, et là, c'est beaucoup plus... voilà. Mais en même temps, ça n'empêche que même sur ces maladies un peu phares, etc., il y a avec des approches un peu différentes. Il y a des essais qui s'arrêtent parce qu'on a du mal à évaluer l'efficacité chez les malades. Il faut voir que ce sont des maladies qui sont chroniques. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire de l'histoire naturelle. Tout se tient, comme on disait avec Madame Éloire, tout se tient. C'est une sorte de puzzle où tout est... Si on ne connaît pas l'histoire naturelle, si on ne sait pas quelle est la moyenne de décroissance de la rétine chez un patient avec un syndrome de Bardet-Biedl, on ne pourra pas savoir si le traitement est efficace. Et évidemment, les essais coûtent très cher. Donc on ne peut pas faire des essais qui vont durer 10 ans. Les industriels, ils veulent des essais qui vont durer 1 an. Et donc, voilà, donc il y a plusieurs, dans d'autres maladies rétiniennes, il y a des essais qui se sont arrêtés. Nous, justement, la communauté maladies rares de l'œil, on est très mobilisés actuellement. On a également un statement qui va partir, j'espère, ce week-end, sur ce sujet-là. Parce que, effectivement, c'est pas parce que c'est des maladies ultra rares qu'il faut laisser tomber. Donc nous, voilà, on continue et il faut capter l'attention des industriels. C'est pas toujours... Ouais. J'ai vu sur, du coup, toujours sur la thérapie génique, que c'était sur les BVS 1 et 10 qui se sont bien sur les plus courants. Est-ce que du coup on peut envisager que pour la suite, est-ce que les BVS sont suffisamment communs que pour la suite ça soit utile et plus rapide pour les autres? Alors c'est possible. Après, chaque gène a un peu des fonctions différentes. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail des rôles dans les cellules, mais bien sûr l'idée c'est après de pouvoir décliner ça sur tout. Alors c'est pas la seule approche, hein, la thérapie génique. Il y a l'optogénétique. Je vais pas parler de ça parce que nous on ne fait pas ça directement en laboratoire, mais par exemple l'Institut de la Vision, ils font ça. C'est une approche un peu plus générique qui devrait ne pas tenir compte du gène précisément en question. Et bon, il y a encore du chemin à faire, mais c'est une approche qui peut être très intéressante à certains stades de la maladie. Mais il y a aussi les approches pharmacologiques, c'est-à-dire des traitements, des médicaments qui vont faire que ça va ralentir. Et là, il y a des pistes quand même. Donc ça, c'est quand même drôlement, moi je crois beaucoup à ça. Je pense que c'est très intéressant. Et puis en fait, là je vous ai parlé de thérapie génique, de remplacement, c'est-à-dire qu'on prend un vecteur, on met le gène dedans, et puis on... Voilà. Mais il y a d'autres approches génétiques. Alors par exemple, vous avez des approches où vous allez
avec les oligonucléotides antisens, en 2 mots, c'est des mutations très particulières qui touchent certaines parties du gène. On met un velcro sur le gène, et puis le gène il va synthétiser, je caricature, mais une protéine beaucoup plus petite mais fonctionnelle. Donc ça, il y a eu des essais, mais qui ont été arrêtés dans d'autres maladies, à cause justement du manque d'efficacité, parce qu'on n'avait pas assez de temps pour voir l'efficacité. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle, vous savez, les ciseaux moléculaires, le CRISPR-Cas, tout le monde en parle aussi, voilà. Ça aussi, c'est aussi une approche qui peut être utilisée, qui a été tentée dans une rétinopathie CEP290 par une société qui s'appelle Editas. Et malheureusement aussi, là, l'essai s'est arrêté parce que par manque de preuves d'efficacité, parce que ça n'a pas duré assez longtemps. Ceci dit, j'ai vu ce matin dans le train qu'il y a des Anglais dans une autre maladie qui ont fait, je ne sais pas s'ils ont accepté dans un truc style EMA ou je ne sais pas quoi, le traitement pour la drépanocytose. Ce CRISPR-Cas a été apparemment accepté, sous réserve que je dois relire ce que j'ai lu à 7h ce matin dans le train, mais que c'était accepté pour remboursement dans l'Angleterre. Mais donc, pour vous dire que c'est quand même quelque chose qui va avancer. Mais c'était pas assez mature, mais alors de réputation, on dit que l'ophtalmo est toujours parmi les premiers à essayer, et c'est vrai, parce que CRISPR-Cas en était les premiers à faire un essai sur, enfin les ophtalmos, hein, c'était aux États-Unis, à Boston, chez Eric Pierce, c'était la première fois chez l'homme qu'on utilisait cette approche. Mais bon. Et après, ça ne veut pas dire que ça ne va pas recommencer. Mais... Peut-être la dernière. Oui, voilà, parce que je pense que... Quand on fait la thérapie génique, on ne sait jamais combien de cellules vont réussir à capter ce nouveau gène finalement. Et donc c'est ça la difficulté avec l'efficacité, ça dépend du nombre de cellules qui ont réussi à capter le nouveau gène, c'est ça ou pas? La difficulté, je n'ai pas entendu la fin. En fait, finalement, quand on fait la thérapie génique, on va mettre le nouveau gène dans un maximum de cellules. Est-ce que ça joue sur le pourcentage d'efficacité? Alors oui, bien sûr, ça joue. Alors il y a ce qu'on appelle enfin, quand le chirurgien il injecte par exemple RP65, il y a une grande bulle qui se forme, etc. Alors ça joue. Alors après, il faut aussi quand même que je vous dise que par rapport à Luxturna, maintenant on se rend compte que soit à l'endroit où on a fait l'injection, ou à côté, ou dans d'autres endroits, il y a des images qui apparaissent au niveau du fond d'œil, une atrophie rétinienne. Et on ne sait pas ce que c'est, si c'est de l'inflammation ou si c'est de la toxicité du médicament ou quoi. Mais c'est certainement pas l'histoire naturelle de la maladie, c'est lié au médicament. Mais pour le moment, les patients sont plutôt ceux qui répondent le mieux, ceux chez qui on voit ces changements au niveau du fond d'œil. Mais on ne sait pas sur le long terme. Donc vous voyez, il y a aussi un petit bémol sur les effets secondaires d'une thérapie qu'on ne connaît pas bien, hein, puisque donc c'est vrai que le Luxturna, ils vont peut-être essuyer un peu les plâtres, mais là, plus de 50% des patients ont ça. Et ça, on s'en rend compte parce qu'une fois qu'on met un médicament sur le marché, il y a un registre qui permet de suivre, ils sont obligés, les industriels, de faire ça post-market. Et voilà, c'est ce qu'on est en train de voir. Donc vous dites, voilà, est-ce que c'est là? Et là, on se rend compte qu'il y a des effets à l'extérieur de la vue, vous voyez. Donc ça diffuse. Notre prochain colloque médical et notre assemblée générale auront lieu le samedi 26 octobre 2024 à Strasbourg. Nous vous attendons nombreux.